expliquer, voilà. Donc, en fait, c'est moi qui ai créé en fin 76, début 77, donc le Centre permanent d'enseignement du français aux travailleurs étrangers. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en était. C'était fait à la demande du secrétariat d'État aux travailleurs étrangers, puisque pour la première fois, vraiment, le gouvernement, qui était le gouvernement de Giscard et Premier ministre Jacques Chirac, définissait une politique pour l'immigration. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc je vais... Voilà. Alors, le retour de l'alphabétisation, pourquoi j'ai décidé de faire cette causerie, parce qu'en fait, vous avez vu qu'en ce moment on parle de l'immigration à nouveau, et le président de la République a salué 72 mesures du rapport d'Aurélien Taché. Comme quoi ça permettrait une meilleure intégration des étrangers arrivant en France. Alors très rapidement j'ai regardé un petit peu les mesures, et puis je me suis rendu compte que tout de même ça relevait de vieilles recettes, c'était pas très novateur. Je ne sais pas ce qu'a pu donner ce que le président de la République a trouvé comme ambitieux là-dedans. Et puis j'ai retrouvé des choses que je connaissais, c'est-à-dire on se proposait de faire de l'alphabétisation aux travailleurs immigrés. Bon. Et là, ça ressemble franchement beaucoup à déjà ce qu'on avait fait dans les années 1970. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être rappeler aux technocrates qui nous gouvernent maintenant, puisque ce sont moins des politiciens que des technocrates un petit peu. Il faudrait qu'ils regardent, qu'ils utilisent l'histoire et puis qu'ils regardent ce qui a été fait et qu'ils voient si vraiment ça peut être utile. Donc, dans cette causerie, je vais tout de même utiliser beaucoup de sigles. Beaucoup de sigles à coucher dehors, vous allez voir, ça ne sera pas la peine de les retenir, mais ce qui sera intéressant à retenir, c'est ce qui se cache derrière le sigle. Qu'est-ce qu'on fait derrière les sigles que je vais vous présenter? Je vais vous présenter les mécanismes de l'alphabétisation, c'est-à-dire à qui ça s'adresse, mais qui paye, d'où viennent les ressources financières, où cette alphabétisation avait lieu, et à qui elle était destinée. Je vais utiliser très peu de chiffres, pour une bonne raison, c'est que les chiffres, en général, de l'immigration, de l'alphabétisation, ne sont pas sérieux. Pour vous donner une idée du peu de sérieux des chiffres, le gouvernement algérien considère que, actuellement en France, il y a 4 millions d'Algériens. Le gouvernement français, lui, estime qu'il y a 1,5 million d'Algériens. Donc, c'est vous dire, si on se fie aux chiffres officiels, on est complètement à côté de la plaque. Donc, je vais très peu en utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, il est reconnu que les chiffres sont très durs à obtenir. Alors, pour commencer, je vais tout de même remonter très loin. J'ai pris une date, j'ai pris 1958. J'ai pris 1958 pour commencer le phénomène de l'alphabétisation. Parce que l'immigration, elle résulte à la fois de la décolonisation et à la fois de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire la société de consommation qui s'est énormément développée donc à partir des années 60. Ce sont les deux grandes raisons. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'immigration avant, bien entendu, hein, il y en avait, mais très faible, contrairement à ce qu'on dit, très faible. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces années, vers 1958, la raison de l'immigration, donc je l'ai dit, c'est pas la guerre. Maintenant, on pourrait dire c'est parce qu'il y a des guerres, c'est pas la famine. Il n'y a pas de famine à l'époque. C'est pas non plus le réchauffement climatique. Il n'y a rien qui oblige les migrants à venir en France. Rien qui les oblige. Ils décident de venir pour trouver un salaire qu'ils n'ont pas dans leur pays, en particulier dans les pays qui ont été décolonisés. Je vais vous montrer que l'immigration donc ça va être une immigration de travail, de salaire, une immigration de travail. Je vais aborder ça. Et elle est vécue
elle est vécue par tous les acteurs, vous allez voir, par tous les acteurs sans exception, comme une sorte d'immigration heureuse. On parle aujourd'hui de mondialisation heureuse, à l'époque c'est une sorte d'immigration heureuse qui résulte du mythe du progrès matériel, du mirage de la société de consommation, de la course à la croissance. Les Français à l'époque, ils ne savent pas qu'un jour il faudra payer tout ça. Ils n'en ont pas conscience. Alors, tout a commencé avec la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, tout de même, quelques chiffres. Perte militaire française, 15 000 personnes, 80 000 harkis d'assassinés, 15 000 Européens ou musulmans disparus. C'est aussi la déportation de 90 000 harkis en France. Et c'est surtout, en France, l'arrivée de 1 million de pieds noirs qui remigrent vers une métropole qui les accueille mal. Donc des heures très sombres de notre histoire. Mais la contrepartie, c'est que les métropolitains, on va pouvoir profiter de la société de consommation. La classe moyenne va continuer à se développer. Elle va rentrer dans le secteur tertiaire. La classe ouvrière montera dans le secteur tertiaire. Les paysans progresseront. Ils iront dans l'industrie. Puis les paysans, grosso modo, disparaîtront. Grosso modo, les Français se disent, bon c'est terminé, on n'entendra plus parler des Arabes. Sauf si on a besoin d'eux pour aller ramasser les fruits dans le sud, pour aller vendanger. Chez Renault, à la chaîne, si on a besoin, ou dans le bâtiment, on ira en chercher. Mais de toute façon, un jour, ils repartiront. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est une immigration de travail. Alors, qui est-ce qui va profiter de cette immigration heureuse? Avant tout, c'est le patronat. Le patronat, il va en profiter. Pourquoi? Normalement, il faudrait qu'il automatise son outil industriel, qu'il le modernise. Mais là, en faisant appel à de la main-d'œuvre à bon marché, il n'a pas besoin d'automatiser. On le voit bien dans l'automobile, mais il n'y a pas que là. Donc, en fait, il va récupérer une main-d'œuvre. Il ne va pas automatiser, il ne va pas investir, il ne va pas dépenser d'argent. La main-d'œuvre ne va pas être très chère. A priori, elle est docile. Et puis, de toute façon, le président Georges Pompidou, qui était Premier ministre à l'époque, disait, bon, c'est une main-d'œuvre effectivement peu coûteuse, docile, et puis qui permettra de peser sur les salaires. C'est-à-dire que, grâce aux immigrés, on maintiendra les salaires plus bas. Donc, premier profiteur, le patronat. Mais il n'y a pas que lui. Les États considérés. Les États considérés sont complices. L'Algérie, elle a son indépendance, mais elle n'a pas encore les moyens de trouver du travail pour tout le monde. Donc, elle est plutôt d'accord, qui mieux est. Ça lui ramène énormément de devises. Et puis, avec les accords d'Évian, on a la liberté de circulation. Donc les Algériens, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent en France. C'est bon pour l'Algérie socialiste. Mais il n'y a pas que l'Algérie socialiste. À l'époque, on a tendance à l'oublier, mais il y a le Portugal. Le Portugal, il n'est pas socialiste, il est conservateur. Et le Portugal, eh bien, pour lui, passivement, ça lui permet de se dégager d'une main-d'œuvre en trop. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'une société décroissante. On voudrait une société décroissante ou plus calme, un petit peu écologique. Le Portugal, dès le départ, c'est une société qui est un petit peu décroissante. Donc ils avaient un trop-plein de main-d'œuvre et ça leur permettait de l'envoyer en France. Et puis qui mieux est, pareil que l'Algérie, ça ramenait beaucoup de devises. Et pour le Portugal, ramener beaucoup de devises, c'était très important. Pourquoi? Parce que le régime de Salazar ne voulait pas dépendre de la finance internationale. Donc, les grandes banques ne pouvaient pas investir au Portugal. Salazar s'y refusait, mais en contrepartie, il avait besoin de devises. Une immigration en France, ça lui ramenait beaucoup de devises. Donc, en plus du patronat, les États sont complices. Et puis, il y a les Portugais. Les Portugais, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils viennent travailler, ils veulent gagner de l'argent rapidement. Il faut savoir qu'à partir des années 60, le Portugal est en guerre sur 3 fronts. En Guinée, en Angola, au Mozambique, où il y a les marxistes qui essayent d'obtenir l'indépendance. Donc,
ça coûte très cher sur le budget portugais, ça coûte 40% du budget. Donc toutes les petites fermes, les petits agriculteurs, ils ne peuvent pas tenir le choc. Donc ils vont chercher du travail en France. Il faut savoir que la société polonaise est d'accord avec cette immigration et que les évêques sont tout à fait partisans d'une immigration en France. Les Algériens, pareil, hein, les Algériens ils viennent chercher des bons salaires. Et essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des Kabyles qui viennent en France. Et les Kabyles, on les a toujours considérés, entre guillemets, comme, je dirais, les meilleurs Algériens, ceux qui étaient le plus facile, les meilleurs venus, je dirais. Les Algériens, à l'époque, ils viennent pour des contrats de 10 à 18 mois, c'est-à-dire des contrats pour 1 an ou 1 an et demi. Ils viennent seuls, ils ne sont pas très scolarisés, et ils maîtrisent effectivement pas le français écrit et le français, la lecture et l'écriture. Mais ne pas savoir lire et ne pas savoir écrire, ce n'est pas un critère pour être embauché. On parle français, il y a même des entreprises où on préfère prendre les Algériens parce qu'ils parlent français. Si on veut prendre des Polonais, ils ne parlent pas français. Ils savent lire et écrire, mais ils ne parlent pas français. Donc en fait, les Kabyles ont fait appel à eux sans aucune difficulté. Évidemment, leur argent, ils l'envoient dans les familles pour s'installer. Ils viennent travailler en France, les Kabyles, en se disant, je gagne de l'argent, je l'envoie au pays, et après je vais m'installer, je vais acheter un terrain ou un petit commerce. Et puis, dans les dernières années, il y a les Sénégalais. Alors on les appelle les Sénégalais, c'est les Africains noirs. Alors, en termes d'ethnie, il y a des Poulards, il y a des Soniké, il y a des Diakanké, des Mandjak, des Sérères. Et eux, ils arrivent pour une migration temporaire, vraiment temporaire. Ils occupent des emplois dans l'automobile, la voirie, la restauration collective. Et là, non, cette immigration africaine, elle est spéciale. On l'appelle la noria migratoire. Pourquoi? Parce que aussi, les Africains, à l'époque, ils viennent pour travailler peu de temps. Et ensuite, quand ils ont travaillé, ils sont remplacés par quelqu'un du même village. Et des fois, même, c'est le cadet de la famille. Donc ça tourne beaucoup. C'est pour ça qu'elle a été qualifiée de noria. Il n'y a pas tout de même que chez les Africains noirs, il n'y a pas que de la noria. Il y a également des marins soniqués qui sont arrivés à Marseille. À partir de Marseille, ils vont organiser, là ils s'implantent plus définitivement. Ce sont des marins qui constituent les premiers réseaux migratoires qui commencent à se mettre en place. Et puis, il ne faudrait pas oublier, même si ce ne sont pas des travailleurs étrangers, il ne faudrait tout de même pas oublier le cas des harkis. Je vous l'ai dit, il y a 80 000 harkis qui sont arrivés. Et alors là, pour eux, on ne va pas chercher à les utiliser tellement dans les entreprises, on va les envoyer dans des camps forestiers. On va les isoler plutôt. Il y en a quelques-uns qu'on va utiliser, puis les autres, on va leur faire passer un test bien particulier. Écoutez bien, ça mérite tout de même. On va vérifier ceux qui sont au-dessous du niveau minimum nécessaire à l'adaptation à la vie française. Si on leur fait passer une sorte d'examen, un test, s'ils sont en dessous, allez hop, on vous envoie dans des camps. Et des camps très durs pour eux, il y en a 2 qui sont très connus, il y a les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardouage. Évidemment, là-bas, ils vont être complètement marginalisés dans la société française. C'est-à-dire que si la France est ingrate avec les anciens Français musulmans, il faut savoir que les Français musulmans, il y en avait plus du côté français que chez le FLN, ils étaient plus nombreux. Bon, les autres acteurs, vraiment de l'alphabétisation à cette époque, ce sont des organisations chrétiennes. Il y en a 2 grandes. Il y a les Pères Blancs. Les Pères Blancs, faut dire qu'ils ont dès le départ été favorables à l'indépendance de l'Algérie, et quand ils sont en France, ils vont commencer à accueillir les travailleurs algériens. Leur association, ça s'appelle l'Amana. Alors l'Amana, en arabe, ça veut dire confiance. C'est pas un nom qui est pris pour rien. Et en français, ça veut dire assistance morale aux Nord-Africains. En fait, c'est destiné à accueillir les travailleurs algériens en France. Et il y a de quoi faire parce que les Algériens, ils arrivent au rythme de 2000 par semaine. Donc, les Pères Blancs vont s'en occuper, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur faire des tests
pour voir si on peut, ce qu'ils valent en termes de linguistique, et puis surtout, ils vont donner ces éléments au chef du personnel pour savoir qui employer. Donc il y a, je dirais, une forme de collaboration, hein, je vous dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais la MANA est la première association, tout de même, à mettre sur pied des centres d'alphabétisation et à faire des manuels conçus pour les étrangers. Donc, association catholique, les Pères Blancs, manuel pour l'enseignement du français, également manuel pour utiliser correctement les services sociaux. Deuxième organisation, cette fois-ci protestante, la CIMAD. Alors la CIMAD, eux, ils s'engagent pour les damnés de la terre. Déjà, dès 1956, le comité intermouvement auprès des évacués propose des cours d'alphabétisation à Marseille. Ils ont commencé à Marseille. Il faut dire qu'avec la décolonisation de l'Algérie, la CIMAD, elle s'est engagée politiquement, officiellement, avec le gouvernement algérien. À partir des années 65, elle va commencer à venir en aide aux Portugais aussi. On va tout se dire, tiens, il y a aussi des Portugais. Mais quels Portugais? Pas les premiers qui sont venus, les étudiants. Pourquoi? Parce qu'au Portugal, comme il y a la guerre, je vous l'ai dit, sur 3 fronts, les étudiants, ils n'ont pas envie de faire la guerre, donc ils viennent en France pour éviter d'être mobilisés. Et donc la CIMAD va s'occuper de leur trouver du travail. Mais ce sont des étudiants, donc l'enjeu, là, c'est pas de les envoyer à la chaîne chez Renault, c'est de leur trouver un travail en rapport avec leurs études. Ce sont les premiers réfugiés, les Portugais. Ce sont les premiers réfugiés, sinon qu'ils refusent de prendre le statut de réfugié politique. En fait, ils ne sont pas nécessairement en désaccord avec le gouvernement de Salazar. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est faire la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service militaire au Portugal pour aller faire la guerre en Afrique, c'est 4 ans. Et c'est une guerre très difficile, hein, ce sont les appelés. Donc, on a vu les populations, les Portugais, les Algériens, on a vu les Africains, noirs, on a vu les associations chrétiennes qui commencent à faire de l'alphabétisation, mais qui continuent un peu le soutien qu'ils avaient apporté pendant la guerre d'Algérie aux Algériens. Et puis maintenant, on va avoir un autre acteur, le Fonds d'action sociale. Parce que le Fonds d'action sociale, écoutez bien son nom, ça s'appelle le FAS, Fonds d'action sociale, et de son vrai nom, c'est le Fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans en métropole et leurs familles. Donc c'est très ciblé, le Fonds d'action sociale. Il est créé en 1958 par le général de Gaulle. Et où il tire son argent? L'idée, ce qui est affiché, c'est de dire, ces gens-là, ils repartiront. Ils repartiront, donc l'argent des prestations sociales et leurs retraites, ils ne le feront pas en France. Donc une façon de leur redonner, c'est on va leur redonner différemment. Donc la part de retraite des travailleurs algériens est donnée au FAS qui va la redistribuer vers des associations. Pour vous donner une petite idée, en 1990, le FAS, parce que ça a continué, hein, le FAS est devenu une banque pour les associations et elle finance 300 associations pour les immigrés. Et en plus, elle en subventionne 3000. Et elle en contrôle 300. Donc le FAS trouve l'argent pour 3600 associations destinées à l'action sociale. Et le FAS... Alors, j'ai trouvé une citation en 1990, c'est pas si vieux que ça, du directeur du FAS, qui s'appelle Michel Yael, et qui dit le subventionnement, c'est quelque chose en France qui n'a jamais été géré très sainement par l'État. Pourtant, c'est le FAS qui va très largement financer, donc comme je vous l'ai dit, les associations d'alphabétisation. Il n'y a pas que le FAS comme institution, il y a les logements, les foyers Sonacotra. Vous avez certainement entendu parler des foyers Sonacotra. En fait, ça date de la guerre d'Algérie, les foyers Sonacotra. Au départ, les Algériens, ils vont se loger dans des bidonvilles. Et là, c'est le ministère de l'Intérieur, on est en pleine guerre d'Algérie, qui se dit « Ouh là là, ils sont nombreux à être dans les bidonvilles. Si ça continue, ils vont nous ouvrir un front intérieur en métropole. Il faudrait tout de même qu'on fasse quelque chose. » Donc, en 1956,
on décide de donner de l'argent pour construire des foyers, et comme ça, on pourra les contrôler à l'intérieur des foyers, parce que les concierges, ils auront pour mission de les contrôler. Donc en fait, les foyers ont été construits sur le budget du ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas construit 2-3 foyers, ils ont construit, en 66, il y avait 70 foyers qui hébergeaient 15 000 étrangers, essentiellement des Algériens. C'est dans ces foyers que vont être donnés les cours d'alphabétisation. Et puis, dernier acteur, les syndicats, essentiellement la CGT. Alors la CGT, eux, c'est dès 1963 qu'ils ont commencé à donner des cours d'alphabétisation. Ils ont monté ça en coopération avec l'Amicale Générale des Travailleurs Algériens, qui est proche du FNL. En fait, c'est quoi pourquoi la CGT veut s'occuper de l'alphabétisation? Parce qu'en fait, historiquement, il y avait, je vous ai dit que l'immigration avait commencé à partir de 58, mais avant, il y en avait déjà en France, avant la guerre de 45, et les entreprises les utilisaient pour casser les grèves. Donc les Algériens venaient pour casser les grèves. Donc la CGT, elle n'a pas envie, avec l'arrivée des Algériens, que ça recommence. Donc elle se dit, le meilleur moyen de les contrôler, c'est de leur donner des cours d'alphabétisation. Comme ça, on saura, grosso modo, on saura ce qu'ils font. Voilà un petit peu l'arrière-pensée de la CGT. Donc vous voyez que, grosso modo, de 58, de l'indépendance de l'Algérie après, jusqu'à 1968, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde est à peu près complice. Alors, arrive 68. 68, c'est un tournant pour l'immigration. C'est un tournant, pourquoi? Parce que l'immigré, grosso modo, il voit qu'en France, c'est le bordel. Et il y en a beaucoup qui sont venus pour travailler, ils ne peuvent plus travailler en mai. Donc qu'est-ce qu'ils font? Chose qu'on ignore aujourd'hui. Ils vont remigrer chez eux. Les Espagnols, les Italiens, les Portugais, à tel point qu'au mois de juin, il y a le journal Le Monde qui dit « Mais les étrangers retournent chez eux ». C'est dire s'ils sont vraiment venus pour travailler. Alors 68, c'est la société de consommation tourne à plein, mais les étudiants, vous le savez, rêvent de refaire octobre 17, la prise du palais d'hiver. Bon. Sur le moment, le régime gaulliste a eu très peur, mais le PC, lui, tient bien les ouvriers. Quand les gauchistes vont chercher à aller dans les usines, c'est la CGT qui va les mettre dehors à coups de trique. Donc les CGT, les étudiants, c'est un choc pour eux. Eux, ils voulaient libérer le prolétariat, et le prolétariat, les mettre dehors. Le prolétariat, à l'époque, il pense qu'à profiter de la société de consommation. Donc les étudiants se trouvent isolés du monde ouvrier. La CGT, elle est isolée des immigrés. Comme je vous l'ai dit, les immigrés sont partis, mais ils n'ont pas fait que ça. Ceux qui sont restés, par exemple, aux usines Perrier, ou alors chez Renault, bah effectivement, ils se sont mis en grève. Mais pas pour demander des revendications pour les ouvriers dans leur ensemble. Ils ont demandé des revendications pour les Portugais. Un peu partout. Donc là, la CGT dit ça va pas, c'est le boxon, quoi, on est en pleine... c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Il y a un clivage qui se met entre les ouvriers étrangers et les ouvriers français. Donc, l'alphabétisation de la CGT, franchement, ça n'a pas apporté ses fruits. La grève travailleurs étrangers CGT n'a pas marché, et les maoïstes, eux, ils sont coupés du monde ouvrier. Donc, il va falloir qu'ils changent de stratégie. Alors, les gauchistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on n'a plus de prolétariat, on va se trouver un nouveau prolétariat. Et ils vont se dire, bah, il y a les fronts secondaires. Alors, les fronts secondaires, c'est quoi? Puisque le front principal des prolétaires, ils ne veulent pas de nous. Il y a les droits des homosexuels, il y a les droits des femmes,
il y a les droits des prisonniers, et puis il y a les droits des immigrés. Donc on va s'occuper des immigrés, d'autant plus que chez les immigrés, tout de même, il y a un sentiment pro-palestinien. Et puis un rejet d'Israël, qui se répand à l'extrême gauche. Donc les Mao, ils vont se jeter là-dessus, et ils vont chercher à dénoncer les conditions de vie des immigrés, les conditions de travail et le racisme. C'est eux qui vont introduire la dénonciation du racisme. Comment ils vont faire? Eh bien, pour ça, ils vont utiliser un canal. Ça va être une association d'alphabétisation qui est l'amicale pour l'enseignement aux étrangers. L'AEE. Alors l'AEE, elle a été créée en 1967. Elle est subventionnée par le Fonds d'action sociale et elle adresse tout de même 20 000 travailleurs étrangers dans les foyers Sonacotra. Et c'est fait par des profs de l'éducation nationale, beaucoup de maoïstes. Donc l'État paye les gauchistes pour faire leur propagande dans des foyers payés par l'État. Le tout masqué derrière les cours d'alphabétisation. Alors vous imaginez que dans les cours d'alphabétisation, c'est plutôt de la conscientisation qu'on fait, plutôt que de l'alphabétisation. Ils n'apprennent pas beaucoup à améliorer, à lire et à écrire. Et maintenant, revenons-en aux immigrés, donc après 68, ce qui s'est passé, les Portugais ont considérablement augmenté leur nombre. En 10 ans, ils sont passés de 50 000 à 700 000. En fait, c'est la plus grosse communauté étrangère en France. On ne s'en rendait pas compte à l'époque, c'était les Portugais. Souvenez-vous, on en voyait beaucoup des Portugais, on n'en voit plus. Alors les Portugais, les Mao, ils se disent, c'est pas le bon choix. Les Portos, là, on les sent pas bien. De toute façon, il y a des associations catholiques qui ont essayé de travailler avec eux. Ce sont les ASTI, Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés. Ils sont animés par la gauche chrétienne. Alors il y a ADT Carmonde, il y a le comité Lyotet, il y a le Secours catholique. Mais ces associations catholiques, elles ont beaucoup de mal avec les Portugais. Pourquoi? Les Portugais, ils sont attachés à des formes religieuses très très éloignées de l'orientation de l'Église de France de l'époque. Donc ça colle pas très bien. Les associations de la gauche chrétienne, elles ont du mal avec eux. Et puis un autre problème. À un moment donné, les bidonvilles, on dit bon, ça fait des ordres, on va envoyer tous les gens dans des foyers. Mais les Portugais, ils ne veulent pas quitter leur bidonville. Ils sont bien dans leur bidonville. C'est énorme ce que je vous dis. Ils sont bien, pourquoi? Parce que s'ils vont dans les foyers, il faudra payer des loyers. Dans les bidonvilles, ils ne payent pas. Et eux, les Portugais, ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ils vont résister. Mais ils vont beaucoup résister pour rester dans leur bidonville. Donc, les Portugais, ce n'est pas le bon plan pour les Mao. Par contre, les bidonvilles, justement, ça exerce une véritable fascination sur les gauchistes. D'ailleurs, à la grande surprise des habitants, des travailleurs étrangers des bidonvilles, qui sont surpris, d'autant plus que la première opération que vont faire les Mao, c'est qu'ils vont aller chez Fauchon. Vous savez, Fauchon, c'est l'épicerie de luxe. Ils vont prendre du foie gras, ils vont voler le foie gras de l'épicerie de Fauchon, qui est près de la Madeleine. Ils vont aller le distribuer dans les bidonvilles de Nanterre. Les immigrés ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Néanmoins, il y a quelque chose qui va vraiment démarrer. Ça va se passer dans un foyer d'Aubervilliers. Là, il y a 5 Maliens qui vont mourir parce qu'ils vont faire du feu dans une poubelle. Ils vont mourir dans leur foyer. Donc les médias vont s'emparer de ça. Et surtout, ce sont les Mao spontex de la gauche prolétarienne, qui vont prendre cet événement. Ils vont faire une très grande manifestation à l'Institut médico-légal de Paris. Donc il y a le petit livre rouge, il y a les banderoles, il y a tout. Et au cri de « Nous vengerons nos camarades », donc là vraiment ils tiennent bien les choses, et ils vont pousser
les Africains à créer des comités de locataires. Et c'est comme ça que les Africains vont commencer les grèves du loyer dans les foyers Sonacotra. Et évidemment, dans les foyers Sonacotra, il y a l'amicale pour les étrangers qui relaie et qui surveille que les grèves de loyer soient bien gérées. C'est pas compliqué de lancer une grève de loyer. C'est assez facile. C'est la première modalité, et donc là, vraiment, on est entré dans une phase d'immigration politique. On a quitté l'immigration, je dirais, heureuse de travail, on est entré dans l'immigration politique. Les gauchistes essayent d'utiliser ça. Ils commencent par la grève des loyers, avec les Maliens, et puis ensuite, on va monter d'un cran, ça va être la grève de la faim. Là, ça va être 200 étudiants sénégalais qui vont lancer ça. C'est clair cette fois-ci, la politique étrangère africaine s'invite en France. Hein, c'est plus des travailleurs, ce sont des étudiants. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il y a des problèmes dans leur pays, une répression. Donc ils importent leurs problèmes chez nous. Cette africanisation politique des travailleurs migrants va s'étendre à 2 mouvements exclusivement arabes. Le premier, ce sont les comités Palestine. Les comités Palestine, ils ont été montés, là encore, par des étudiants tunisiens et marocains. Et c'est parti au moment où le roi de Jordanie a viré les Palestiniens de Jordanie. Donc ce sont les étudiants, là encore, tunisiens et marocains qui ont monté ça. Ils tiennent des discours évidemment très antisionistes. Les Mao adhèrent à ça. Ils vont chercher à utiliser les comités Palestine. Mais les comités Palestine, l'alphabétisation, ils s'en moquent, ils n'en ont pas besoin. Donc ils s'adressent en arabe dans les quartiers comme la Goutte d'Or, comme Belleville, ou la Porte d'Aix à Marseille. Deuxième mouvement, créé dans la continuité des comités Palestine, c'est le mouvement des travailleurs arabes. Et cette fois-ci, le mouvement des travailleurs arabes, ils vont utiliser les cartes de travail. Et eux, qu'est-ce que le mouvement des travailleurs arabes, qu'est-ce qu'ils réclament? Une conscience nationale arabe. Donc ils décident de créer un mouvement politique en France et de développer la conscience arabe. Grosso modo, c'est l'héritier idéologique du panarabisme nassérien. Hein. Par contre, ce mouvement-là va développer le fait que les travailleurs maghrébins, arabes, disent-ils, ne reviennent pas au pays. Ça va commencer à inculquer ça. Et pour ça, le mouvement des travailleurs arabes va lutter va prendre le thème des sans-papiers, évidemment. Vous voyez, on a lutté grève des loyers, grève de la faim, et cette fois-ci on lutte pour les papiers. Clairement, là on assiste à une volonté d'installation sur leur territoire. Hein. Et avec succès, parce que le mouvement des travailleurs arabes a lancé la grande grève de la faim des sans-papiers en 72-73 sur Paris, Mulhouse, Lille, Montpellier, Marseille, Nîmes, Perpignan, Toulouse, Nice, Lyon et Toulon. Cette grève amène à la régularisation de 35 000 immigrés. Mais le MTA est fermement condamné par la CGT pour division de la classe ouvrière. En fait, le MTA, qu'est-ce qu'il va développer? Il va développer la fierté des Arabes identitaires. Vous savez que le premier mouvement identitaire des Arabes, et pour eux, pour le MTA, il faut faire face aux menaces d'extinction culturelle. Donc si on leur apprend le français, on les menace culturellement. Donc eux, ils vont développer à la fois l'apprentissage de l'arabe et l'histoire du monde arabe. Et ils vont développer, c'est le MTA qui va organiser massivement les fêtes de l'Aïd el-Kébir. Ils sont en France, mais il n'y a pas que, ils sont soutenus par le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien de Ouari Boumedienne est en pleine période d'arabisation. Je n'ai pas dit de l'islam, hein, j'ai dit d'arabisation. Hein. Je vous passe les détails, mais grosso modo, c'est pour donner le sentiment que, par exemple, la langue arabe est une vraie langue, qu'elle est utile, qu'elle est prestigieuse. Alors, par rapport à tout ça, la politisation va toucher aussi les Français. A contrario, les Français, ils ne comprennent plus.
Ils disent, bon, bah, soit ils repartent chez eux, mais s'ils veulent rester chez nous, faut qu'ils s'intègrent. Mais s'ils se revendiquent arabes, là, on ne comprend plus. Là, on ne comprend plus. Ça fout en l'air le modèle d'intégration républicain, d'où un certain sentiment d'angoisse. Alors à l'époque, souvenez-vous, il y a l'extrême droite qui lance une campagne contre l'immigration sauvage, et puis il y a le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, qui en même temps affirme vouloir protéger la main-d'œuvre française. Il commence à en parler. Pourquoi? Bah, en 1973, la crise est arrivée économique et le chômage augmente. Donc, et puis il veut coller à l'opinion publique. Et l'opinion publique, elle commence à ressentir une angoisse xénophobique qui se développe dans les milieux populaires, à Paris, mais aussi à Toulon. Et c'est à Toulon où on affirme le plus qu'il faut être plus rigoureux sur l'immigration. En tout cas, c'est ce que disent les renseignements généraux. Cette angoisse xénophobique, elle va culminer après le meurtre d'un conducteur d'autobus marseillais par un Algérien, en août 1973. Là, s'ensuit une réaction de vengeance. 8 immigrés vont être tués. Ce qui n'empêche pas, dans les sondages, l'opinion publique de rejeter les immigrés, les Nord-Africains, à 84%. Donc on est vraiment, là aussi, il y a une politisation des Français qui se fait. C'est le moment aussi où il y a l'écrivain Jean Raspail qui connaît un succès de librairie avec son livre Le Camp des Saints, qui narque, il y a 1 million de miséreux qui arrivent en France, qui débarquent, les bateaux s'échouent sur la Côte d'Azur, bref. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, l'immigration de travail, l'immigration heureuse, tout le monde y trouve son compte. Deuxième étape, l'immigration politique, à la fois récupérée par les gauchistes, mais qui sont débordés par les Arabes, qui s'organisent eux-mêmes et qui importent leur politique chez nous, et qui défendent leur identité, et qui décident cette fois-ci de ne pas rentrer, mais de rester. Alors, en 1974, les choses vont changer. Pourquoi? Ben, en 1974, il y a l'élection de Giscard, il y a la crise. Alors, Giscard arrive, lui... il est très sûr de lui, hein, lui il a décidé qu'il se donnait 500 jours pour que le bonheur devienne une idée neuve en France. 500 jours et le bonheur sera une idée neuve. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va libéraliser l'avortement. Il va mettre le divorce par consentement mutuel, la majorité à 18 ans, une législation plus libérale en matière de conception, mais dans tout ça, il n'y a rien qui va améliorer le chômage. Rien qui va réduire le chômage. Rien, rien, rien. Et le chômage, ça devient la préoccupation essentielle des Français. Et les Français commencent à mettre en place l'équation trop de chômeurs égale trop d'immigrés. Alors, le président Giscard, lui, cette fois-ci, il se dit, bon, face à la crise, on va essayer d'appliquer la vision gaullienne de l'immigration. Hein, souvenez-vous, on les laisse venir tant qu'on a besoin d'eux à la chaîne chez Renault, mais quand on n'aura plus besoin d'eux, ils repartiront. Giscard il se dit, bah, maintenant on va les faire repartir. Et il va mettre en place pour la première fois un secrétariat d'État chargé à l'immigration, avec Paul Dijoux, qui va définir une nouvelle politique d'immigration. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique d'immigration? 1. On réduit les flux migratoires. Donc, on suspend provisoirement l'immigration. 2. À la télévision, on met un volet culturel. On développe, souvenez-vous, l'émission Mosaïque, c'est-à-dire c'est spécialement pour les immigrés. Et puis au travers de ça, on va leur donner la nostalgie du pays, et puis ils vont rentrer chez eux. Ouais, c'est facile. Facile. Et puis, troisième mesure, là ça devient plus sérieux, on va faire le regroupement familial. Mesure humanitaire. Mesure humanitaire, ils sont chez nous, il y en a qui veulent rester, on va faire revenir les familles. Les enfants jusqu'à 18 ans. Philanthropique, parfait. En fait, derrière tout ça, c'est pas du tout la vraie motivation. La vraie motivation, c'est que les salaires repartent à l'étranger et qu'en faisant venir les familles, les salaires ne repartiront pas. On arrêtera de laisser partir les devises à l'étranger et en plus, les familles, lorsqu'elles sont en France, elles relanceront la consommation.
Donc c'est le bon plan. Intelligent, les technocrates. Donc vive la consommation, on fait venir toutes les familles. Personne à l'époque se pose la question de savoir s'ils repartiront un jour. Hein. Ça ne pose pas de problème. Personne n'a compris que l'immigration changeait. C'est plus de la force de travail qu'on importe, mais c'est maintenant une population étrangère qu'on importe chez nous. Donc, oui, il y en a des mesures. Hein. On réduit les flux, on met un volet culturel, on fait un regroupement familial pour la consommation, et puis en plus, on va donner 1 million à chaque immigré qui repartira. S'ils sont plusieurs dans la famille, à chacun touchera 1 million. Et ils vont repartir. En fait, il y aura 60 000 départs. Pas nécessairement ceux qu'on aurait voulu, c'est que des Portugais qui s'en vont. Les Algériens, sur les 60 000, il y en aura 4%. Dernière mesure de la politique du secrétariat d'État à l'immigration, ceux vraiment qui restent, on va les alphabétiser mieux pour les intégrer. Parce qu'en fait, il y a un problème. Le modèle républicain, il n'arrive plus à intégrer. Les syndicats qui intègrent généralement, les immigrés, ils ne sont pas syndiqués. L'école, bah évidemment, les immigrés, ils ne passent pas par l'école, ils sont pas passés par l'école. Hein. De toute façon, l'école, elle a perdu ses bases traditionnelles. Hein. Elle est partie un peu en toupie. Les partis politiques, ah bah les partis politiques, les immigrés, ils vont au mouvement des travailleurs algériens qui est identitaire. C'est pas avec ça qu'on va les intégrer à la société française. L'armée, l'armée, elle intégrait, ouais, l'armée, jusqu'à ce qu'on la casse pour être suspecte d'OS, mais avant, elle intégrait l'armée, c'est sûr que ça intégrait. Là, maintenant, elle n'intègre plus. L'Église, bah, de toute façon, les immigrés, ils fréquentent les mosquées, pas les paroisses. Hein. De toute façon, les paroisses, elles ont abandonné l'évangélisation pour la philanthropie sociale. Donc, la solution, c'est l'alphabétisation. Et en fait, parmi la population étrangère, il y a 1 200 000 analphabètes sur 4 millions d'étrangers. Et à l'époque, l'amicale pour l'AE ne s'occupe que de 74 000. Donc, c'est pourquoi le secrétaire d'État à l'immigration, Paul Dijoux, va s'engager, comme Giscard, il avait dit en 500 jours, je ramène le bonheur. Paul Dijoux, il dit, d'ici moins de 10 ans, les 1 200 000 étrangers, ils sauront parler français. On va mettre le paquet. Alors, comment ça va se faire? Le nouveau secrétariat, il a bien compris que les gauchistes, ils utilisaient l'alphabétisation, donc il faudrait que je trouve tout de même d'autres canaux. Donc, il va décider de s'appuyer, il a remarqué qu'en entreprise, il y avait des petites associations, il y en avait une en particulier, qui donnait des cours et qui dans le cadre du 1% patronal. Cette petite association, elle a été mise en place par des catholiques plutôt de droite. Elle s'appelait l'Institut de promotion des travailleurs étrangers. Donc le gouvernement va dire, on va essayer de passer par ces gens-là. Hein. Avec eux, on élimine le risque de parasitage du gauchisme. Et donc, l'Institut de promotion des travailleurs étrangers est formé en 1975 par des formateurs qui intervenaient en entreprise. Et il donne des cours dans les foyers de résidents étrangers, même dans des foyers de harkis. Alors, pour vous donner une idée, les cycles dont je vous ai parlé, ils donnent ça dans les foyers de la FRP, dans l'établissement public d'aide aux travailleurs migrants, à l'ADEF, à la Sundiata, à la Sonacotra, dans les centres sociaux des caisses d'allocation familiale, où il y a des cours pour les femmes, l'association culturelle amicale des familles d'outre-mer, même, et migrants. Bientôt, l'IPTE va percevoir 7 millions de francs de subvention du FAS. Et l'IPTE va employer plus de 100 personnes. L'IPTE va donner 120 cours répartis sur 43 sites différents. Des foyers, des centres sociaux, des entreprises comme Thomson et Delachaux.
Et puis, Paul Dijoux a dit en 10 ans il n'y aura plus d'analphabètes. On va monter en puissance. En 1977, la direction de la population des migrations du ministère du Travail informe le Fonds d'action sociale qu'à la demande du secrétariat d'État aux travailleurs étrangers, l'Institut de promotion du travail étranger a été chargé d'organiser dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, un centre permanent d'alphabétisation qu'il va falloir financer. Le FAS va devoir le financer. L'objectif formel du CPFTE, c'est d'être un centre d'enseignement à 2 niveaux, ouvert de 10h du matin à 10h du soir, samedi inclus, utilisable par tout candidat qui vient, quel que soit son niveau. Pour se protéger des critiques qui pourraient venir des associations de gauche, on va demander à l'AMANA de jouer un rôle de conseiller. Comme ça, se dit le secrétariat, on ne pourra pas nous accuser de faire appel à des gens un petit peu droitistes. Le centre est situé au 18 boulevard Barbès, le quartier de la Goutte d'Or. Il comprend 3 salles de classe. Les salariés sont 15 formateurs, une secrétaire, une femme de ménage et un directeur, votre serviteur. Il utilise la méthode pédagogique Alpha 3A basée sur la méthode syllabique. Là aussi, ça n'arrange pas les choses. Syllabique. Elle comprend un jeu très important de diapositives ainsi que des magnétophones. C'est Paul Dijoux lui-même qui va inaugurer le centre. Donc je suis là, bien entendu, quand il est inauguré. C'est Paul Dijoux qui vient inaugurer. Ça va passer d'ailleurs à l'émission Mosaïque. Et alors là, le CPFTE, ça va connaître un réel succès. Je dirais même un gros succès quantitatif, parce qu'au début, il y avait 2 niveaux. Ça va tellement marcher qu'on va mettre un 3e niveau. Il devient une véritable usine d'alphabétisation. J'utilise à dessein le vocable d'usine. C'est d'ailleurs paradoxalement ce qui va être lui être reproché ultérieurement, parce qu'on l'accusera de faire, donc on m'accusera de faire une formation de masse, dira le rapport des contrôleurs du ministère du Travail. Chaque jour, il va accueillir 300 étrangers pour un cours hebdomadaire de 1h30, soit en permanence 1600 stagiaires. Les cours sont peu suivis le samedi, une centaine seulement de participants. Les demandes supplémentaires d'inscription sont au nombre de 120 par mois. Au bout d'une année, le CPFTE va compter, une année et demie, va compter 4000 fiches. Sa renommée sera telle qu'il va susciter l'intérêt de la Commission pour l'alphabétisation de l'UNESCO, qui va se déplacer à Barbès. Je vais le recevoir, son représentant sera un Congolais. Alors, quelle est la population qu'adresse le CPFTE? Alors, l'affiche, elle est là, je vous l'ai montrée. En fait, si vous regardez bien, j'ai également mis sur l'écran, elle est en français. S'ils viennent pour apprendre à lire, c'est pas la peine de mettre en français, mais enfin, on l'a mis en français. Elle est en arabe, et elle est en portugais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la plus grosse communauté, je vous l'ai dit, ce sont les Portugais. Donc on s'attend à avoir beaucoup de Portugais. Mais à l'époque, il y a 750 000 Portugais. Chaque année, je vous l'ai dit, il y a 150 000 Portugais qui arrivent en France parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. 150 000 étudiants portugais. Le secrétariat d'État pensait que ces Portugais ils resteraient en France. Et qu'il fallait donc faciliter leur intégration. Ils s'intégraient relativement facilement. Mais, je vous l'ai dit déjà, avec la prime de départ, ils ont commencé à partir. Mais en fait, lorsque le régime de salazariste va chuter en 1975, que la guerre va être arrêtée, le Portugal va arrêter la guerre en Guinée, au Mozambique, en Angola, on va assister en un laps de temps record à un phénomène de remigration. Les Portugais vont remigrer massivement et subitement au Portugal. Voilà pourquoi, lorsqu'on ouvre le CPFTE, on s'attendait à avoir des Portugais, on n'a pratiquement pas de Portugais. Alors on a bien quelques Africains de langue portugaise qui arrivent. Et pourquoi? Ce sont les Africains qui étaient plutôt proches du régime de Salazar en Guinée, en Mozambique, en Angola et au Cabo Verde. Et là, ils se disent, on ne peut pas retourner au Portugal, là-bas ce sont des communistes, c'est pas bon pour nous, donc on va venir en France. Donc on se retrouve avec, grosso modo, les réfugiés politiques un petit peu réactionnaires africains.
au centre. C'est tout ce qu'on a en termes de portugais. Donc, remigration heureuse pour les Portugais, en tout cas pour le CPFTE, c'est pas eux qui vont venir. Donc comme je vous l'ai dit, on avait gros succès quantitatif. D'où viennent-ils? Ce sont des femmes noires, qui vont commencer par venir. Elles viennent, je dis les Sénégalaises, on les appelle les Sénégalaises, mais il y a les Sénégalaises et il y a des femmes du Mali. En fait, il faut savoir que là-bas, majoritairement, c'est musulman. Et pourtant, les femmes vont venir, elles sont venues dans le cadre du regroupement familial, mais elles sont complètement perturbées par la France. Elles sont à des endroits différents, et le CPFTE va leur servir un petit peu d'endroit pour se retrouver. C'est-à-dire, on retrouve les gens du même village grâce au CPFTE. Et puis, ce sont elles qui s'occupent des enfants. Et pour les suivre à l'école, pour l'accompagner, il faut un minimum. Donc, les femmes africaines vont s'investir dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, bien entendu, de la langue française. En fait, elles viennent là pour rompre leur isolement. Alors, je vous ai dit que les femmes étaient arrivées massivement. L'augmentation des femmes africaines est de 177%. C'est énorme. Pour les animateurs du CPFTE, c'est l'occasion de découvrir l'islam, un islam africain. Parce qu'on va voir qu'il y avait une grosse population maghrébine, c'est la deuxième population, mais les Maghrébins, ils n'affichaient pas du tout leur religion musulmane. En fait, à l'époque, les Maghrébins sont sécularisés. L'islam n'est pas encore passé chez les Maghrébins. Alors les Maghrébins, alors les femmes, elles viennent dans la journée. Et dans la journée, on a beaucoup de Maghrébins. En fait, pourquoi? C'est parce que moi, je suis allé mettre des affiches dans les centres des ANPE. Et dans les ANPE, il y a du chômage. Et il y a beaucoup de Maghrébins qui sont payés par les assédiques. Et donc, les assédiques vont les envoyer au CPFTE, parce que quand ils viennent suivre des cours de français, au lieu de toucher le salaire à 90%, ils touchent 103% du salaire. Donc on ne comprenait pas, ils arrivaient, on pensait que c'était pour apprendre le français, ils nous faisaient tamponner, donc ils m'ont demandé un tampon, je n'avais pas de tampon, donc on a fait faire un tampon, puis on tamponnait, à un moment donné, je dis mais pourquoi vous venez tous tamponner comme ça? Et en fait c'est les assédiques qui nous les envoyaient massivement, donc ils touchaient plus, donc là vraiment on est dans l'immigration d'allocation. Et puis ensuite, s'ils suivaient des cours, ça prolongeait d'autant leur chômage. Donc là on a vu un nombre très important de Maghrébins, mais ils n'étaient pas vraiment très motivés pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et puis en plus, ils étaient mélangés avec les femmes musulmanes, africaines, qui, elles, faisaient des efforts pour apprendre et apprenaient mieux qu'eux. Et donc ça les blessait profondément. Donc, je dirais, vous voyez, ça ne se passait pas nécessairement bien entre les femmes africaines noires musulmanes et les maghrébins non musulmans, qui avaient du mal à encaisser tout de même que les jeunes femmes africaines soient plus efficaces. Donc ça nous occupait toute la journée. Et je vous l'ai dit, on avait des cours du soir, 10h du matin, 22h. Le soir, changement de décor. Je vous ai parlé des Portugais, un peu on voit l'histoire un petit peu du Portugal. Je vous ai parlé des Africains. Alors les Africains et les Africaines, ils sont arrivés parce que la décolonisation, c'était l'échec complet. Hein. Il n'y avait pas de boulot chez eux, donc ils venaient travailler chez nous. Là, vraiment parce que c'était l'échec. Pas seulement pour trouver du boulot, mais il n'y en avait pas chez eux. C'était pas un meilleur salaire, c'était carrément du travail qu'ils venaient chercher. Et le soir, dans ces années 75, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, c'est la chute du Vietnam. Mais il n'y a pas que le Vietnam qui tombe aux mains des communistes, il y a le Laos, le Cambodge. Et donc là, ce sont les premiers réfugiés politiques qui doivent fuir, parce que sinon ils sont massacrés. Ils vont fuir les représailles, et en France, on va accueillir 130 000 boat people. Alors d'habitude, ils arrivaient, ils allaient dans les foyers, et puis là, ils étaient pris en charge
par les associations tenues par les gauchistes. Par contre, au Vietnam, là, les gauchistes, ils ne sont pas franchement demandeurs pour s'occuper des Vietnamiens, des boat people vietnamiens. Donc, les boat people vietnamiens, où ils vont aller? Au CPFTE. Et au CPFTE, au cours du soir, on va voir arriver une grosse population de réfugiés indo-chinois. Et alors, eux, c'est clair, ils ne vont pas retourner chez eux, c'est pas possible. Donc, ils viennent pour s'intégrer. Ils viennent pour apprendre à lire et à écrire français. Mieux que lire et écrire français, parce qu'ils n'ont pas tellement besoin d'apprendre à lire et écrire. Sauf les Cambodgiens, qui sont des paysans, des montagnards. Mais les autres, ben, ils savent lire et écrire, mais anglais. Donc ce qu'ils viennent faire, c'est apprendre les rudiments du français. Donc c'est plus du tout la même chose. Nous, on avait une méthode qui commençait par « Ali arrive à la gare ». Ben, c'est ça. Les Vietnamiens, ça, ils n'en ont rien à taper, ils nous parlent anglais, ils nous disent, bon, nous, on voudrait apprendre français, donc, c'est pas vraiment de l'alphabétisation qu'on va leur faire, c'est de l'enseignement de la langue française. Et il va y avoir beaucoup de dialogue. Et là ça va être assez surprenant, parce que, évidemment, en dialoguant, on va découvrir ce qui se passe, les formateurs vont être stupéfaits d'apprendre ce qui s'est passé dans ces pays-là. C'est là où moi j'ai discuté avec eux. Alors, par exemple, comme élève, on a le directeur de l'aéroport de Saigon. Je ne sais pas si vous voyez, il est là, il vient apprendre le français, de façon très humble d'ailleurs. Et puis c'est là où je découvre, j'écoute, les formateurs me disent, Philippe, il faut voir, c'est incroyable, il déconne, c'est pas possible. Alors j'y vais, et là, je tombe sur des gens qui, avec beaucoup de pudeur, nous expliquent que leur famille a été tuée devant leurs yeux à coups de bâton, par des enfants, par les Khmers rouges. Bon, au début, je ne vous cache pas que je dis, bon, ils fabulent, quoi, ils essayent d'obtenir notre... comment dire, voilà, notre empathie. Non. Et là, on était effrayés, d'autant plus qu'on avait un de nos formateurs. Alors, pour les Africaines, j'ai oublié de vous dire, on avait un Africain qui s'appelait Mamadou Traoré, qui était voltaïque, qui venait de quitter le séminaire catholique en Haute-Volta, qui venait suivre des cours en France. Donc évidemment, avec les Africaines, malgré tout, ça passait bien. Et pour les boat people, j'avais un formateur qui venait de Marseille, qui lui était marié à une réfugiée d'Indochine. Donc là, le courant passait vraiment bien avec les Indochinois. Donc voilà, le CPFTE, pourquoi ça a été un gros succès? Une population d'Africaines, beaucoup dans la journée de Maghrébins qui venaient, mais pour les allocations plus que pour apprendre. Et puis, le soir, énormément de gens du sud-est asiatique. Alors, de tout ça, est-ce qu'on peut tirer un bilan pédagogique? Oui, parce que je faisais suivre, oui, on peut tirer. Il y avait 34% des étrangers qui ont fini le module complet. Le module complet, il comprenait 225 heures. 225 heures. Et là, le ministère du Travail nous dit, non, mais en fait, on vous paye, mais vous êtes des plaisantins, c'est pas sérieux. Parce qu'en fait, pour apprendre le français, on n'arrive à rien en moins de 1000 heures. C'est comme ça que les autres associations font. Oui, mais les autres associations, ils leur expliquaient la grève des loyers, ils leur expliquaient les services sociaux, ils leur expliquaient beaucoup d'eau, ils passaient beaucoup de temps à autre chose. Donc ces 1000 heures sont moyennement crédibles. En tout cas, nous, ça se faisait en 225 heures, et il y en a 34% qui ont passé. Et puis il y en a 48% qui ne sont pas allés jusqu'au bout. 48%. Pourquoi? C'est-à-dire que ceux-là, ils allaient vite. En particulier les gens du sud-est asiatique. Ils apprenaient le minimum pour pouvoir se débrouiller, et après ils étaient autonomes, ils voulaient se débrouiller par eux-mêmes. Et hop, ils se débrouillaient par eux-mêmes. Ils n'allaient pas jusqu'au bout. Et puis, en termes d'abandon, au bout de 1 à 3 cours, on a eu 18%. Donc, tout de même, c'est plutôt pas mal comme bilan. Et d'ailleurs, le ministère du Travail a conclu, parce qu'on on était contrôlé, le niveau de rendement de l'objectif est atteint, la participation est importante, surtout en rapport de celle observée dans les foyers. Au CPFTE, nous aurons touché 57 nationalités différentes. Mais je vous l'ai dit, il y a 4 groupes qui se distinguent. Les Portugais, ils se distinguent par leur absence. Les Maghrébins, plus de 50% des stagiaires étaient des demandeurs d'emploi envoyés par les assédiques. Motivation faible. Les Indochinois, je l'ai dit, ils viennent pour apprendre les rudiments. Les femmes subsahariennes pour rompre leur isolement. Alors, il
faut savoir faire son autocritique, même si je ne suis pas marxiste. Au final, le CPFTE aura touché 4000 étrangers. 4000 étrangers sur 1 200 000 analphabètes, c'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Mais d'un autre côté, vouloir apprendre en 10 ans à apprendre à lire et écrire à 1 200 000 étrangers, est-ce que franchement c'était sérieux? Est-ce que c'était sérieux? Est-ce qu'en fait, ce qu'on ne voulait pas, c'est tout simplement mettre en œuvre la politique assimilatrice de l'idéologie républicaine? D'une certaine façon, est-ce qu'on ne voulait pas continuer, prolonger la vision de Léon Blum? Alors, Léon Blum, il disait, il proclamait, Léon Blum, le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture. Donc, grosso modo, tous ceux qui n'ont pas le même niveau de culture des Lumières, démocratique, eh bien, il faut les former. C'est vraiment une vision... Et d'une certaine façon, si l'alphabétisation des années 58 à 78, 79 ne fut pas un fumigène, moi aujourd'hui j'ai tendance à dire qu'elle a été une sorte d'hallucinogène. C'était un peu un alibi. Moi personnellement, j'ai trouvé aucune source donnant des éléments quantitatifs sur l'alphabétisation depuis plus de 60 ans. Je dis bien sur les 60 dernières années. Je n'ai personnellement, j'ai cherché, trouvé aucune source qui donne le bilan. Moi, je l'ai fait pour le CPFTE. Je vous dis, il y a une masse financière énorme depuis 60 ans, vous imaginez, 60 ans. Pas de bilan financier, pas de bilan de résultats. Combien ont été formés? On m'avait su compter, il y en avait 1200 à former. Par la suite, ça a augmenté. Combien? Pas d'éléments. Pas de bilan financier, mais ça continue, on continue à donner de l'argent. Tout ça n'est pas donné parce que ça serait totalement en défaveur de cette activité. C'est un véritable trou percé. Et l'État continue de d'alimenter les associations. Et d'une certaine façon, est-ce que l'alphabétisation, c'est pas tout simplement un alibi? Donc, dernier constat, dernier élément, en fait, l'alphabétisation, elle aura évolué en même temps que l'immigration évoluait. Je vous ai parlé d'une immigration que j'ai qualifiée d'heureuse, l'immigration de travail. Ensuite, je vous ai parlé, après 68, d'une immigration politique. La première immigration, son alphabétisation, c'était les associations chrétiennes qui la donnaient. La deuxième, c'était beaucoup les gauchistes. Et puis la troisième, je vous ai parlé d'une immigration d'allocation. Donc là, c'est l'État qui a essayé de reprendre en main, et ça a été un échec. Et je termine en 79, pourquoi? Parce qu'en 79, je considère que c'est un tournant qui est pris, on entre dans une nouvelle immigration. Cette fois-ci, ça va être une immigration que je qualifierais de musulmane. Et pourquoi 1979? Parce qu'on l'a oublié. Mais en 1979, c'est Khomeini, c'est la chute du Shah d'Iran, et c'est les chiites qui vont commencer la révolution musulmane et qui vont donner la fierté de l'islam au monde arabe. Et à partir de ce moment-là, il y a un tournant très important, un tournant religieux très important qui va être pris. Et je crois que maintenant, ce tournant n'a cessé de se développer. Souvenez-vous, la honte des Américains, de l'ambassade d'Amérique, c'est la honte de l'Amérique qui est humiliée. Je caricature et je fais un mauvais jeu de mots. L'Amérique est humiliée par des traînes babouches. Mais il n'y a pas que l'Amérique. Souvenez-vous, il y a l'Afghanistan. Les Russes ne s'en démerderont pas de l'Afghanistan et partiront la queue basse. Ils partiront eux aussi la queue basse devant les traînes babouches.
musulmans. Vous imaginez la fierté de ces populations. L'islam leur a donné leur fierté. Voilà l'ensemble des éléments que je voulais vous donner, sachant que je ne doute pas.